L'année dernière, il y avait donc c'est un recensement qui est fait par des chercheurs qui travaillent pour la MDA, pour le registre FSHD en Angleterre. Ils décomptent le nombre de propositions de traitement qui paraissent dans la littérature ou qui sont proposées par différentes firmes. Donc il y avait à l'époque 17 propositions de traitement et regardez, nous sommes à 26. Alors, c'est clair que je ne vais pas pouvoir vous parler de tout, mais on va en aborder quelques-unes des plus prometteuses dans cet exposé. Donc, les congrès auxquels j'ai assisté, c'est principalement le congrès de la FSHD Society qui a eu lieu les 24 et 25 juin. Je vous ai mis ici tous les sponsors de ce congrès et je vous ai entouré tous ceux qui correspondent à des entreprises. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très encourageant pour les patients, c'est de voir le nombre d'entreprises pharmaceutiques qui s'intéressent à la FSHD et qui sont en train de développer chacun de leur côté ce qui peut-être deviendra un traitement pour la FSHD. Alors, le premier point de ce congrès, c'était la recherche pour essayer de comprendre ce qu'est la FSHD. Et vous vous souviendrez que l'année dernière, on avait eu une présentation très intéressante de l'équipe de Michael Kaiba aux États-Unis qui avait réussi à faire un modèle de souris le plus proche de la FSHD tel que le ressentent les humains en exprimant des quantités très faibles de DUX4 de manière chronique et aléatoire, donc c'est-à-dire pendant longtemps, pendant 6 mois. Et à ce moment-là, il obtenait une présentation de muscles. Alors attendez, je dois encore mettre un pointeur que je n'ai pas, pointeur laser, voilà. Donc voilà ici une représentation d'un muscle sain avec, vous voyez, toutes les fibres musculaires. En rouge, vous avez les capillaires sanguins et dans ces petites boules de couleurs différentes représentent les différentes cellules qui sont présentes à l'intérieur du muscle, donc à côté des fibres musculaires. Alors, dans son modèle de souris, comme chez les patients, on observe des muscles plutôt de ce type-là. C'est-à-dire que les fibres musculaires ont fondu, elles sont beaucoup plus fines qu'au-dessus. On voit des infiltrats cellulaires, vous voyez toutes ces petites cellules qui apparaissent un peu partout, sont des cellules du système immunitaire qui sont rentrées dans le muscle à cause de l'inflammation. On a une perte des capillaires sanguins, vous voyez ici il n'y en a plus qu'un, alors que là au-dessus on en avait 3. Il y a des dépôts de graisse, ces machins jaunes que l'on voit, de la fibrose, ce sont toutes ces machins bleus que l'on voit ici, qui correspondent donc à des fibroblastes qui produisent du collagène et de la matrice extracellulaire. Et donc la présence de fibrose et la présence de dépôts de graisse démontrent une perturbation d'un type de cellules particulier dont je vous avais parlé l'année dernière, qui sont les précurseurs fibro-adipogéniques, dont le rôle normal est d'aider à la régénération musculaire quand il y a des dégâts aux muscles. Et ici, manifestement, ils ne font pas leur job. Alors, ce qu'a présenté de nouveau l'équipe de Michael Kaiba, et donc c'est Darko Bosnakowski qui a présenté ses résultats, c'est que ceci représente une échelle du temps. Voilà la souris. À un moment particulier, il va induire l'expression de DUX4. Et puis, c'est terminé. Et il va regarder 10 jours plus tard et 30 jours plus tard, qu'est-ce qui se passe au niveau des muscles. Donc, DUX4 n'est plus exprimé. Et il voit que progressivement, on a une dégradation du muscle. Donc, ceci est une tranche de muscle. Tous les petits ronds que vous voyez, ce sont les fibres musculaires qu'on a coupées comme des tranches de saucisson. Et donc, vous voyez que ces fibres progressivement dégénèrent. Ici, on voit tous les trous qui apparaissent. Et donc, ceci, c'est différents marqueurs qu'il a analysés qui représentent l'effet de DUX4 alors que DUX4 est parti. Et donc ça va être quelque chose qui va revenir dans plusieurs des présentations de ce congrès. DUX4 fait quelque chose à un moment donné, il s'en va et il y a toute une série de perturbations qu'il a induites qui vont continuer au cours du temps. Et ici, dans ce modèle de souris, ça va jusqu'à 30 jours après la présence de DUX4. Alors, une autre étude très intéressante, c'est une équipe qu'on ne connaissait pas du tout. Donc, le présentateur, c'est Anugraha Raman, qui nous parle de la capacité de lire la séquence de tous les ARN qu'il y a dans une seule cellule. Alors, voilà le contexte de l'expérience. Donc, ceci, c'est un petit bout de muscle, une biopsie musculaire. On va séparer tout ce matériel, on va donc tout casser et récupérer les noyaux individuels. Vous savez qu'une fibre musculaire, elle est faite par la fusion
de toute une série de cellules qu'on appelle les myoblastes. Et donc la fibre musculaire est une immense cellule avec beaucoup de noyaux différents dedans. Et donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont préparé les noyaux, mais non seulement des fibres cellulaires, mais également des cellules dont je vous parlais tout à l'heure, les cellules, les précurseurs fibro-adipogéniques, des macrophages, des lymphocytes, toutes des cellules qui vont entrer dans le muscle malade. Ils vont ensuite lire la séquence de tous les ARN qui sont présents dans chacun de ces noyaux. Et puis une analyse informatique qui va permettre, vous voyez sur ce, enfin vous voyez un bout du graphique, va permettre de grouper les cellules selon leur type. Donc on sait bien que chaque type cellulaire a un profil d'expression de gènes particulier. Tout ça, c'est dans des banques de données. En analysant les résultats obtenus par l'analyse de l'ADN de tous ces noyaux, on arrive à retrouver quelle est l'origine de la cellule qui a donné le noyau dont on analyse tous les ARN. Et de cette manière, on peut arriver à faire une comptabilité. Combien y a-t-il de cellules d'un type ou d'un autre type? Et donc, voilà les résultats qu'il présente. Donc, ici, vous avez ce qu'ils appellent les hallmarks of FSHD, donc vraiment les caractéristiques de la FSHD, donc perturbation du destin des cellules, problème de remodelage, donc de régénération musculaire, perte de la fonction musculaire, etc. Et ici à côté, il a représenté, donc voici 3 fibres musculaires et ces cellules qui peuvent se balader entre ces cellules. Donc on a ici un vaisseau sanguin avec différents types cellulaires. On a ici des cellules typiques de l'inflammation. On a ici les précurseurs fibro-adipogéniques dont je vous ai parlé. Et donc, je ne vais pas vous montrer tous les détails de son analyse, mais le résultat, c'est qu'il y a 3 types cellulaires dont la quantité augmente fortement. Alors, je ne sais pas chez Hermie et FSH s'ils peuvent arriver à enlever les 2 petites images qu'il y a en dessous de ma tête sur la présentation, parce que ça cache une partie de mes diapos. Mais donc, ils voient une augmentation de la quantité des précurseurs fibro-adipogéniques, comme Malcolm Kaiba le voyait dans son modèle de souris, une augmentation des macrophages et une augmentation, donc qui sont les cellules, un peu les éboueurs, qui viennent nettoyer les débris après une lésion, mais qui, dans le cas du muscle, peuvent intervenir également dans l'aide à la régénération musculaire. Et ensuite, des cellules endothéliales, donc ce sont des cellules qui permettent de faire des capillaires sanguins, mais souvenez-vous, on voit une diminution du nombre de capillaires sanguins. Alors, deuxième point, donc des études génétiques et épigénétiques. Donc, je vous ai pris juste un petit chouïa, un tout petit peu de travaux qui se font dans le laboratoire de David et Gabellini, qui s'intéressent à la structure de la chromatine, donc cet emballage qui va se former autour du gène DUX4. Et donc, il a trouvé qu'il y avait, donc déjà il y a un petit temps, il a montré qu'il y avait un ARN qui venait se lier sur les éléments répétés des 4Z4. Donc, vous voyez toutes ces petites flèches, c'est les éléments des 4Z4. La dernière flèche correspond au gène DUX4, qui peut produire la protéine DUX4. Et donc, il a découvert maintenant une protéine particulière qui porte le doux nom de WDR5, qui se lie sur cet ARN, qui lui-même se lie sur les éléments répétés. Et cette protéine WDR5 va en fait ouvrir la chromatine, donc permettre l'expression du gène DUX4 et la production de la protéine toxique. Alors, il a fait différentes expériences, je vous en présente juste une. Il existe une petite molécule qui est capable de bloquer l'activité de cette WDR5. Et donc, quand il fait ça, il observe une petite diminution de la production de DUX4. Vous voyez ici, sans traitement et avec son agent, bon, on a une diminution peut-être d'un quart de la quantité de DUX4 et on a une diminution à peu près similaire de 3 gènes qui sont des gènes cibles de DUX4. Donc voilà, c'est un médicament potentiel qui n'est pas très puissant à lui tout seul et que l'équipe de Gabellini va essayer d'améliorer. Alors une autre chose présentée par son équipe, et là je ne vais pas trop rentrer dans les détails, ils ont trouvé une protéine particulière qui s'appelle MATER3, qui est capable de lier DUX4. Et donc la protéine DUX4 est un chef, et ce chef va se lier sur le promoteur d'une série de gènes cibles de DUX4 pour permettre l'activité de ces gènes, donc la copie de ces gènes
pour faire des ARN messagers et ensuite différentes protéines. Eh bien, ce que l'équipe de David et Gabellini a trouvé, c'est cette protéine MATER3 peut se lier à DUX4 et l'empêcher de venir activer ces gènes cibles. Donc voilà encore une piste intéressante à développer pour essayer de trouver un nouveau moyen d'empêcher DUX4 d'exercer sa toxicité en l'empêchant d'accéder aux promoteurs des gènes qui sont ses cibles habituellement. Donc je vais très vite parce qu'il y avait énormément de choses à ce congrès et que j'ai très peu de temps. Donc la rubrique suivante, c'est des études sur la pathologie et les mécanismes de la pathologie et de la maladie. Alors il y a là un travail tout à fait original de l'équipe de Scott Harper à l'université d'Ohio à Columbus. Ils se sont intéressés à ce qu'on appelle des modifications post-traductionnelles, PTM. Qu'est-ce que ça veut dire? La protéine, quand elle est synthétisée, elle est constituée uniquement de l'enchaînement d'acides aminés. Et une fois qu'elle sort, si je compare la protéine à un gâteau, une fois que le gâteau sort du four où on l'a cuit, eh bien, il peut y avoir une série de décorations qui sont apportées par différentes enzymes sur ce gâteau et qui vont lui conférer des propriétés particulières. Et donc, dans le cas de DUX4, l'équipe de Scott Harper a trouvé toute une série de modifications, donc l'addition de lipides, l'addition d'un groupement phosphoryle, d'un groupement acétyl, d'un groupement méthyle, de sucre, etc. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'en étudiant certaines de ces modifications, les chercheurs de son équipe se sont rendus compte que la méthylation d'une arginine, donc l'arginine c'est un acide aminé, allait modifier l'activité de DUX4. Et donc ils peuvent jouer sur l'enzyme qui ajoute ce groupement méthyle sur l'arginine. Il existe des petites molécules qui peuvent changer l'activité de cette enzyme et en changeant le niveau de méthylation, donc de décoration de DUX4, on peut lui faire perdre ou gagner de l'activité. Et donc voilà encore une piste thérapeutique très intéressante sur la protéine DUX4 pour l'empêcher d'être toxique. Autre étude, donc ici c'est un travail qui s'est fait en collaboration avec l'équipe de Frédéric Macdinier à Marseille, pardon. Et donc on a ici une présentation de deux chercheuses qui s'intéressent à de l'informatique et à analyser les résultats de données gigantesques du genre quels sont tous les ARN exprimés dans une biopsie de muscle, quelles sont toutes les protéines exprimées dans une biopsie de muscle, comment ces protéines interagissent-elles entre elles, et ils sont capables de faire une analyse très complexe en ayant plusieurs, vous voyez ici, plusieurs plans. Dans chaque plan, on va faire un réseau de protéines qui interagissent les unes avec les autres, ou de protéines qui activent une série de gènes qui forment des protéines qui elles-mêmes activent d'autres gènes. Donc, vous voyez, on a un système extrêmement complexe d'interaction entre toute une série de choses. Et donc, ils sont capables de repérer environ 18 000 nœuds, donc les petites ellipses dans tous ces réseaux reliés entre elles par toutes ces flèches. Et donc, ce système-là, on ne rentre pas dans les détails, c'est évidemment trop compliqué, mais ce qui va nous intéresser particulièrement, et notamment vis-à-vis du prix qui a été donné par AMI-FSH pour la recherche, donc un grant à Massimo, qui va nous présenter tout à l'heure ses résultats, enfin son projet de recherche. Cette analyse de réseau va attirer notre attention sur l'appareil contractile du muscle. Donc, vous avez ici un muscle squelettique, on va en sortir une cellule musculaire et à l'intérieur de cette cellule, il y a les myofibrilles. Voici un gros plan sur cet appareil contractile. Donc, on a principalement des filaments d'actine et de myosine qui vont coulisser les uns au-dessus de l'autre quand on fait la contraction musculaire. Et donc, ce qui était le résultat de cette analyse globale d'un très grand nombre de biopsies, d'un très grand nombre d'ARN, d'un très grand nombre de protéines, c'est de démontrer que dans la FSHD, on a un problème au niveau des sarcomères, au niveau de l'appareil contractile,
Et c'est justement sur cela qu'est basée la recherche que Massimo Ganassi, du laboratoire de Peter Zamit, va nous présenter tout à l'heure. Alors, on s'intéresse maintenant à une étude faite par l'équipe de Basil van Engelen, qui se trouve en Hollande, et qui s'intéresse aux problèmes d'inflammation dans la FSHD. Et vous avez ici une représentation d'un petit bonhomme qui a le gène DUX4 activé. On fait un gros plan sur son muscle et on voit qu'il y a des dégâts au niveau du muscle des patients. Donc, ces dégâts vont attirer par les vaisseaux sanguins des cellules du système immunitaire qui peuvent produire des cytokines, c'est-à-dire des messages chimiques qui vont accélérer le processus d'inflammation. Et donc, ce cercle vicieux, donc la blessure du muscle va envoyer des signaux chimiques qui vont avoir un effet sur des cellules du système immunitaire pour qu'elles produisent elles-mêmes des signaux chimiques qui vont accélérer l'inflammation. Ils ont un peu décortiqué ce processus, se sont rendus compte que les deux types cellulaires principaux qui interviennent là-dedans, ce sont les monocytes et les cellules NK, donc qu'on appelle les tueurs naturels, et les messages chimiques que ces cellules du système immunitaire vont produire en quantité anormale dans la FSHD, c'est l'interleukine 6, IL-6 et le TNF-alpha. Et donc voilà une représentation du processus. Donc on a à la fois production dans le muscle, production dans la circulation et dans le système immunitaire. Tous ces systèmes interagissent les uns avec les autres et se renforcent les uns les autres pour augmenter l'inflammation dans la FSHD. Alors ça, c'est très intéressant parce que dans l'étape suivante du congrès sur les biomarqueurs, il y a une présentation de l'équipe de Sabrina Sacconi, qu'on entendra tout à l'heure, dont je présente juste un tout petit peu, comme biomarqueur, c'est-à-dire une chose qu'on peut mesurer chez un patient et qui va évoluer en fonction de l'évolution de la maladie et qui devrait évoluer de manière opposée si un médicament efficace est donné au patient. Il y a donc des marqueurs, des biomarqueurs qu'on peut trouver dans le sang. Et donc Sabrina Sacconi propose justement l'interleukine 6 comme étant un de ces marqueurs. Elle trouve ces quantités dans le sang sont plus élevées chez les personnes atteintes d'FSHD, ceci c'est chez les hommes, l'effet est encore plus important chez les femmes, et je n'ai pas montré les autres diapos, mais la quantité produite augmente avec le degré de sévérité de la pathologie. Et donc on peut espérer qu'en suivant ce marqueur qui est facile à détecter dans le sang, on puisse avoir une idée de l'évolution de la maladie, soit une aggravation, soit une amélioration en cas de traitement avec un médicament. Alors, autre exemple de biomarqueur, donc celui-ci est proposé par Robert Bloch, qui travaille notamment en collaboration avec le centre où se trouve Peter Jones. Donc ici, c'est une collaboration avec plusieurs cliniciens, donc Rabita Will et Jeffrey Statland. Donc, il a identifié une protéine qui porte le doux nom de SLC34A2. Cette protéine, elle est dans la membrane des cellules, normalement, et elle sert à faire passer à travers la membrane des ions sodium et du phosphore. Et son niveau d'expression chez les personnes qui n'ont pas la FSHD est très faible dans le muscle. C'est exprimé plus fortement dans d'autres types cellulaires, mais dans le muscle, le niveau est très faible. Et il s'est rendu compte, Robert Bloch, que l'ARN messager de ce transporteur est augmenté par DUX4. Il arrive à détecter la protéine dans des biopsies de muscle et dans le sérum. Donc, cette protéine sort du muscle, passe dans le sang où on peut la détecter. Et voici donc un dosage de cette protéine en mettant la valeur à 1 chez les individus sains. On se rend compte que chez une dizaine de patients, on a des quantités qui sont nettement plus importantes. Et donc, d'après lui, ce SLC34A2 pourrait être aussi un biomarqueur de la maladie. Et les niveaux de cette protéine ont d'ailleurs été mesurés chez les patients qui ont été pris dans le test clinique de Fulcrum, dont je parlerai tout à l'heure. Alors, au point de vue des stratégies d'intervention pour la maladie, je voudrais parler d'une présentation de Franz Sverdrup,
et donc qui est un chercheur très brillant. Vous avez peut-être vu une de ses interviews qui était relayée sur le site de la FSHD Society. Il a une petite fille qui est atteinte de FSHD, et c'est quand il a eu le diagnostic de sa fille qu'il a décidé de réorienter ses recherches sur la FSHD. Donc, ce qu'il nous montre ici, c'est un muscle qui a une lésion, et cette lésion va permettre d'attirer des cellules qui vont aider à la régénération. Il existe des cellules dormantes sur le muscle qu'on appelle les cellules satellites. Et quand il y a une blessure du muscle, ces cellules satellites vont se réveiller, vont se diviser, vont donner des myoblastes, donc des précurseurs de muscles. Et ces myoblastes, vous avez un gros point ici sur le côté, ces myoblastes, c'est ce qu'on peut avoir en culture de cellules. Donc, à partir d'une biopsie de muscles qu'on met en culture dans des boîtes en plastique au laboratoire, on obtient une population de myoblastes qui sont capables de proliférer. Et au bout de tout un temps, ces myoblastes vont fusionner pour nous donner des myotubes qui sont vraiment le précurseur de la fibre musculaire comme on l'aurait chez la personne vivante. Alors, ce qui est le problème des modèles de culture de cellules habituels, c'est qu'on arrête cette régénération artificielle du muscle dans la boîte en plastique au laboratoire, on l'arrête au stade de la fusion des myoblastes. Donc les myoblastes fusionnent, font un myotube et ça reste là. Et pour reproduire ce qui se passe vraiment dans un muscle, il faut utiliser alors le modèle de xénogreffe chez la souris. C'est-à-dire que les chercheurs vont aller tuer un muscle d'une souris, donc un muscle qui est derrière le tibia, dans la patte de souris, et injecter dans ce muscle des cellules humaines, des cellules FSHD notamment. Et donc, au bout de 3 semaines, ces cellules auront reconstitué un muscle complet dans la patte de souris. Donc, on va se trouver avec un muscle humain dans une patte de souris. Et ce muscle est attaché des 2 côtés au tendon, et donc il peut fonctionner. Et donc, cette dernière étape dans la régénération peut être observée, étudiée dans ce modèle de xénogreffe chez la souris, alors qu'on ne pouvait pas l'observer en culture de cellules. Et donc, c'est ce qui se passe naturellement. Okay? Donc, revenons dans ce processus. Lorsqu'on est au stade de prolifération des myoblastes, on a de très faibles quantités de DUX4 qui peuvent être produites. Lors de la fusion, on a activation de la MAP kinase P38. Alors, c'est qui celle-là? Eh bien, c'est la cible du médicament de Fulcrum, du losmapimod. Donc, cette MAP kinase est activée, et quand on a le stade myotube, donc quand les myoblastes sont fusionnés, on a des très grandes quantités de la protéine DUX4 qui existent. Okay? Donc, on connaît les différentes étapes, on connaît les niveaux d'expression de DUX4 et P38, et donc Frans Sverdrup a pu alors étudier cela un peu sérieusement. Donc, dans ce modèle de xénogreffe, il reconstitue la différenciation. Donc, on voit ici en noir, donc l'axe horizontal, c'est le temps. Donc, on voit très rapidement une grande quantité de DUX4 exprimée, puis progressivement, ça diminue. Et on a tous les gènes cibles de DUX4, donc on voit là quelques-uns, dont l'expression est un peu décalée par rapport à celle de DUX4. C'est normal, c'est DUX4 qui va aller les activer. Donc, il faut que DUX4 soit d'abord là. Ensuite, il va activer les gènes. Et on peut détecter alors les ARN correspondant à cela. Et on voit également une série d'expressions d'ARN, de gènes qui sont très importants pour les différentes étapes de la régénération musculaire. Donc, on a en orange le premier qui est exprimé au cours du temps, c'est c'est la myogénine qui correspond au début de la différenciation. Ensuite, en vert, on a les chaînes de myosine 3 qui sont typiques de la régénération. Et ensuite, on a les chaînes de myosine 2 qui correspondent à la différenciation tardive. Et donc, il va rester un certain temps jusqu'à ce que le muscle soit complètement reconstitué. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le losmapimod va empêcher la production de DUX4 dans ces xénogreffes de muscles, donc dans ces petits muscles humains chez la souris. On le voit ici, donc l'addition de concentrations différentes de l'osmapimod va diminuer la quantité de DUX4 et va également avoir un effet sur les gènes cibles. Ils ont étudié également l'effet sur les gènes cibles de DUX4
mais ne voient pas là un effet important. Et donc, ça représente cette idée que DUX4 a été activé et il a activé ces gènes cibles, et même quand DUX4 n'est plus là, ces gènes cibles restent activés. Alors, ce qui est vraiment important par rapport à l'essai clinique dont je parlerai tout à l'heure, c'est que au début des présentations de Fulcrum sur le losmapimod, il y avait une grosse contestation de la part des chercheurs d'une autre entreprise qui s'appelle Fasciotherapies. Et ces chercheurs de Fasciotherapies disaient le losmapimod a un effet sur la régénération musculaire. Il va freiner la régénération musculaire. Donc, c'est peut-être très bien d'aller bloquer DUX4. DUX4 ne fera plus de dégâts, mais on ne va pas pouvoir régénérer le muscle. Eh bien, ici, le docteur Sverdrup a montré qu'en réalité, il n'en est rien. Et donc, P38, l'inhibition de P38, donc la cible du losmapimod, n'affecte en rien la production de l'ARN de myosine H2 et va permettre une augmentation de la survie des cellules de muscles humains transplantées chez la souris. Donc, c'est quelque chose, je crois, de très encourageant de dire que dans un modèle in vivo, dans ce modèle de petits muscles humains régénérés dans un corps de souris, eh bien, l'osmapimod ne va pas empêcher la prolifération des cellules et la régénération musculaire. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Alors, nous intéressons maintenant à un travail de l'équipe de Scott Harper, donc présenté par Nizar Saad, et il nous parle d'un micro-ARN naturel. Qu'est-ce que c'est qu'un micro-ARN? Vous avez ici une représentation d'une cellule, voici son noyau. Il y a des gènes dans l'ADN qui peuvent donner des ARN très bizarres, avec une épingle à cheveux, avec une boucle, donc l'ARN se recolle un peu sur lui-même. Cet ARN étrange peut être ensuite clivé et va donner un précurseur de micro-ARN, donc vraiment une épingle à cheveux. Ce précurseur va ensuite subir diverses étapes de maturation pour finalement donner un brin d'ARN interférent qui peut se lier à un ARN messager et induire soit sa destruction, soit empêcher la production de la protéine pour laquelle il code. Il y a dans le génome humain à peu près 2000 gènes qui vont produire des micro-ARN différents. Et ces micro-ARN donc, ont un rôle régulateur naturel. Ils vont se lier sur différents ARN messagers dans la cellule et réguler le moment où ils peuvent produire la protéine dont ils portent la recette. Et donc, l'idée de Nizar Saad, c'était il doit bien y avoir dans la cellule un micro-ARN naturel qui cible l'ARN de DUX4 et donc qui devrait réduire la possibilité de l'ARN de DUX4 de produire la protéine toxique. Et donc, si on pouvait induire sa production de ce micro-ARN, ou bien le muter pour améliorer son efficacité, ou même le produire en mettant son gène dans un vecteur viral qu'on injecte au patient, on devrait produire dans les cellules de muscle un inhibiteur de l'ARN messager DUX4 qui va empêcher la production de la protéine DUX4. Donc, c'est vraiment une piste très intéressante. Et il montre ici que s'il va bloquer la production de ce micro-ARN, eh bien, on voit augmenter dans les cultures de cellules le nombre de cellules qui sont en train de produire DUX4. Donc, en présence du micro-ARN naturel et en présence de cet inhibiteur du micro-ARN qui va... donc ici, on a une diminution de la quantité de DUX4 produite parce que le micro-ARN empêche l'ARN DUX4 de fonctionner. Par contre, si on supprime ce micro-ARN, l'ARN messager DUX4 fonctionne très bien et la protéine DUX4 est détectée ici. Ça va? Alors, sur un modèle de souris, qui est une souris qui exprime DUX4, vous voyez ici les dégâts au niveau du muscle. C'est de nouveau une tranche de muscle avec toutes les rondelles de saucisson, là, toutes les tranches dans les fibres musculaires. Et tous ces petits points représentent les cellules du système inflammatoire, du système immunitaire qui cause l'inflammation.
Donc, on a un muscle très abîmé à cause de DUX4, dans lequel on a injecté un virus qui exprime DUX4 dans ce muscle de souris. Par contre, si on injecte en même temps un virus qui produit ce micro-ARN contre DUX4, eh bien, regardez, le muscle est tout à fait normal. Donc, le micro-ARN, c'est lié à l'ARN messager DUX4, à empêcher la production de la protéine toxique, et le muscle n'a pas de dégâts causés par DUX4 parce que DUX4 n'est pas là, tout simplement. Donc, c'est vraiment une piste très intéressante qui est en train d'être davantage évaluée. Et donc, ce micro-ARN nous amène au monde des stratégies anti-sens. Et je vais vous réexpliquer un peu la base de la différence entre sens et anti-sens. Vous savez que l'ADN, il est double brin. Un brin est le brin sens et l'autre brin est le brin anti-sens. Et donc, le brin sens, on l'appelle aussi le brin codant. Il porte la recette pour faire la protéine. Alors, ces deux brins sont collés l'un à l'autre par des paires de bases. Chaque fois qu'il y a un C sur un brin, on a un G sur l'autre. Quand on a un T sur un brin, on a un A sur l'autre. Et donc, on a des liaisons qui se forment entre ces bases pour coller les deux brins complémentaires l'un à l'autre. Ça va? Alors, le brin anti-sens est celui que l'on appelle aussi le brin matrice. Pourquoi? Parce que c'est lui, ce brin anti-sens, qui va être copié pour donner l'ARN messager. Alors, pour s'y retrouver, on va se rappeler que si je prends 3 lettres ATG, qui est le début de la recette sur le brin codant de l'ADN, eh bien, on va retrouver l'équivalent sur l'ARN messager qui porte aussi la recette. C'est AUG, la seule différence entre ADN et ARN étant que le T est remplacé par un U. Donc, l'ARN messager est une copie du brin anti-sens. Donc, chaque fois qu'il y a un T sur ce brin, on va mettre un A dans l'ARN et on se retrouve avec la même séquence que le brin sens qui portait la recette, à cette différence près que les T sont remplacés par des A. Ça va? Alors maintenant, on va passer aux outils thérapeutiques qui sont utilisés. Un micro-ARN comme celui de Nizar Saad, ou bien un oligonucléotide anti-sens comme nous avons développé dans notre labo, ou un petit ARN inhibiteur SI-ARN, qui est un petit ARN artificiel du type des micro-ARN, va être complémentaire d'un morceau de l'ARN messager. Et c'est de nouveau la même chose. Quand vous avez, donc ici j'ai mis en rouge, ce qui est complémentaire, donc l'antisens de l'ATG-sens, eh bien cet antisens, on le retrouve ici au niveau de notre oligonucléotide antisens. D'accord? Et donc, on a la même règle qui peut s'appliquer. Chaque fois qu'il y a un C sur l'ARN messager et un G sur l'oligo antisens, ils vont se coller. Même chose, A et T. Et de cette manière-là, l'oligonucléotide antisens ou le micro-ARN ou le SI-ARN peuvent se coller sur l'ARN messager, ce qui va bloquer sa traduction, c'est-à-dire la production de la protéine, ou bien causer la destruction de cet ARN. Donc voilà, j'espère que vous y retrouvez un peu mieux dans ces sens anti-sens. Donc on fait des slaloms sur un brin, sur l'autre brin, sur un brin, sur l'autre brin, pour arriver à se coller les uns aux autres. Alors, quel est l'intérêt? Eh bien, c'est de détruire l'ARN. Vous avez une représentation de ma cellule habituelle, hein. Ceux qui ont l'habitude d'écouter mes présentations vont la reconnaître, les autres peuvent aller voir sur YouTube. Donc, on a le noyau dans lequel se trouve l'ADN, c'est la bibliothèque centrale, le livre de recettes de la cellule, toutes les recettes pour faire les protéines, ce sont des gènes. Quand on a besoin de faire une protéine particulière, eh bien, la recette va être copiée sous la forme d'un précurseur et ensuite d'un ARN messager qui peut sortir du noyau, et cet ARN messager peut aller à la cuisine où il va donner les instructions, donc la recette qu'il porte pour fabriquer le gâteau, c'est-à-dire la protéine. D'accord? Donc, si on veut empêcher la production d'une protéine toxique, la protéine DUX4, on peut penser à détruire son ARN et donc forcément, on n'aura pas la protéine produite. Et donc, c'est ce que l'on va faire avec ces stratégies anti-sens. Alors, si un agent anti-sens, donc oligonucléotide ou ARN, micro-ARN, se lie à l'ARN messager DUX4,
qu'est-ce qui va se passer dans la cellule? Tout d'abord, on va observer que la protéine DUX4 a disparu. Ensuite, que les gènes cibles de DUX4 ne sont plus activés. Ensuite, que la cellule survit et n'est plus tuée par la toxicité de DUX4. Et ensuite, que les cellules de muscle, donc les myoblastes, vont pouvoir fusionner pour former des myotubes que j'ai indiqués grassouillés, parce que c'est une caractéristique des myotubes FSHD, c'est qu'ils sont beaucoup trop fins. Et donc, si on supprime DUX4, les myotubes formés vont se retrouver gonflés, grassouillés, comme ils doivent l'être dans un muscle sain. D'accord? Alors, beaucoup de chercheurs ont conçu des agents antisens contre l'ARN messager de DUX4, et je vous cite notamment un article revu qui vient d'être publié par un chercheur qui est nouveau dans le domaine FSHD, ça fait 2-3 ans qu'il commence à s'intéresser à votre maladie. Il s'appelle Toshifumi Yokota. C'est un expert japonais des oligonucléotides antisens pour la maladie de Duchenne. Il a d'ailleurs un de ces oligonucléotides antisens qui est utilisé actuellement en essai clinique chez les enfants atteints de la maladie de Duchenne. Et il vient de publier 2 articles sur des oligonucléotides antisens pour la FSHD. Mais je ne vais pas en parler parce que, bon, voilà, les articles sont publiés. Je vais plutôt parler des choses nouvelles. Mais c'est très intéressant parce que c'est vraiment un expert dans le domaine de traitement par ces agents antisens et qu'il s'intéresse à la FSHD, c'est une très bonne nouvelle. Alors, au congrès de la FSHD Society, il y a eu toute une série de présentations de différents chercheurs sur des antisens. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais simplement attirer votre attention sur le fait que nous avons ici la société Avidity Biosciences qui propose de faire des essais cliniques l'année prochaine. Arrowhead Pharmaceuticals, même chose. Ici, ce sont des gens de l'Université de Massachusetts. Donc, c'est de l'université, mais ils ont déjà des contacts avec une entreprise. À l'Université de Leiden, des gens donc, de la sphère, je veux dire, de Silver van der Marel, sont aussi en train de développer un agent et d'avoir des contacts avec une firme privée. Vous avez le cas de Lindsay Wallace qui a fait une présentation pour AMI FSH qui est très avancée, je vais en parler un peu plus loin. La société Dyne Therapeutics qui prévoit aussi de faire une demande pour des essais cliniques à la fin de cette année et une équipe qui se trouve à Londres qui a, son article a été publié qui a aussi des interactions avec une entreprise pour essayer de faire des essais cliniques. Alors, quelle différence y a-t-il entre toutes ces stratégies? Parfois, ce sont des siRN, parfois des oligo-antisens. C'est d'accrocher quelque chose, comme par exemple un anticorps contre le récepteur de la transférine à cet antisens. On va injecter donc ce complexe dans le sang et l'anticorps va servir de tête chercheuse pour repérer à quel endroit sont les muscles dans l'organisme, se coller sur le récepteur à la transférine qui est présent sur la membrane des muscles et permet de faire entrer le médicament antisens dans le muscle. Donc c'est ça le problème majeur, c'est d'arriver à faire entrer ce médicament potentiel dans le muscle. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'une chimiste d'origine russe qui travaille à l'université de Massachusetts, Anastasia Kvorova, est une championne de la chimie des ARN. Et donc, plusieurs des chercheurs présentés à la dia précédente collaborent maintenant avec elle pour modifier les ARN de façon à y accrocher toutes sortes de choses utiles qui vont stabiliser l'agent antisens et qui vont lui permettre d'entrer dans le muscle et d'être efficace à l'intérieur du muscle pour cibler l'ARN messager de DUX4. Et donc, voilà un exemple ici de conjugaison à un lipide. Alors, dans le cas de Lindsay Wallace, je vous rappelle donc l'exposé qu'elle avait fait. Donc, son idée, c'est d'utiliser un virus qui contient un gène pour produire un micro-ARN. Et ce micro-ARN va aller se lier sur l'ARN messager de DUX4, causer ce qu'on appelle une interférence ARN, donc détruire cet ARN de DUX4, ce qui permettra de faire une thérapie au niveau du muscle et une thérapie
one time. Donc, c'est-à-dire il ne faudra injecter l'agent thérapeutique qu'une fois, il va rester dans les muscles et continuer à produire sans arrêt le micro-ARN qui détruit l'ARN messager DUX4. Et donc, elle aussi, donc l'équipe de Scott Harper a maintenant créé une entreprise et qui va essayer de développer ça. Et les essais cliniques sont prévus également début l'année prochaine. Okay. Alors, une autre sorte d'antisens a été présentée à ce congrès. C'est de nouveau quelqu'un de l'équipe de Scott Harper. Donc, cette fois-ci, l'article a été publié. Et donc, ils utilisent des ARN particuliers qu'on appelle les ARN U7. Et je vous montre juste sur une image l'efficacité. Donc, il a trafiqué de différentes manières un ARN U7. Donc, l'ARN U7 est un petit ARN qui se trouve naturellement dans la cellule. Donc, il a pris le gène qui contient la recette pour faire cet ARN et a introduit des mutations dans le gène pour faire des ARN U7 différents. Alors, il en teste 3. Et voici une image de culture de cellules. Vous avez en bleu les noyaux. Donc, on est en train de faire un myotube. Ici, les noyaux des myoblastes qui ont fusionné sont les uns près des autres. Et en brun, on a une détection de l'ARN messager de DUX4. Donc, ça, c'est ce qui se passe dans une culture de myotube FSHD. Eh bien, quand il met son ARN U7 trafiqué numéro 4, il voit une très forte diminution. Numéro 7, il a une diminution, mais on voit encore un peu les petits grains. Numéro 8, on ne voit quasiment plus les petits grains. Et il regarde, donc ça veut dire que l'ARN messager DUX4 diminue, il est détruit grâce à cet ARN trafiqué U7. Et on regarde au niveau de l'expression des gènes cibles de DUX4. Et vous voyez par rapport aux cellules où il n'y a pas de cet ARN U7 trafiqué, on a en rouge ceux qui contiennent l'ARN 4, en bleu ceux qui contiennent le 7 et en vert ceux qui contiennent le 8. Et vous voyez à chaque fois une très forte diminution des ARN, des gènes cibles de DUX4. Donc cette stratégie de petits ARN U7 modifiés pour cibler l'ARN de DUX4 a l'air de marcher très bien. Et là aussi, il y a une évolution vers des essais cliniques. Alors, pour terminer, donc, ce sont les essais cliniques. Donc, on parle du réseau européen pour les essais cliniques de la FSHD et les différentes manières dont on peut suivre l'évolution du patient. Donc, il y a l'imagerie par résonance magnétique qui est développée très bien dans l'équipe de Basil van Engelen en Hollande. Et il y a une présentation intéressante des chercheurs de fasciothérapie d'utiliser un smartphone et que le patient va avoir une série de paramètres enregistrés sur sa vie, sur ses mouvements, sur le smartphone qui permettraient de suivre son évolution. Donc, je ne vais pas vous donner les détails de cela. Et parce que Vincent m'a demandé de faire un résumé des publications sur DUX4 parues cette année. Alors, je voudrais juste signaler à Vincent qu'il est très optimiste, c'est-à-dire que quand je devais faire ce travail pour AMI FSH en 2015, je devais revoir 33 articles. En 2020, 63 articles sont parus. En 2021, on est déjà à plus de 30. Et tout ça en 5 minutes, ça ne va pas le faire. Donc, j'étais obligée de faire une sélection brutale et je vous présente 2-3 choses vraiment très intéressantes. Des chercheurs, l'équipe de Brian Chadwick, je dis l'équipe, en fait c'est un seul chercheur extrêmement brillant qui a fait un travail colossal. Ces chercheurs au départ s'intéressaient au cancer. Et vous vous souviendrez peut-être qu'on s'est rendu compte que certains cancers produisaient DUX4 et que ces cellules cancéreuses, grâce à DUX4, pouvaient échapper à l'élimination par le système immunitaire. Donc, c'était ça le sujet de recherche initial de Brian Chadwick. Et donc, il a essayé de trouver un système qui permettait de bloquer complètement la production d'un ARN messager DUX4. Et son idée, c'était de cibler le signal POLIA du gène DUX4 avec les ciseaux moléculaires qui s'appellent le système CRISPR-Cas9. Alors, un petit rappel,
Donc, vous avez ici les éléments D4Z4 répétés sur le chromosome 4Q et chacun de ces éléments D4Z4 contient le promoteur, donc le début du gène DUX4 et la recette pour faire la protéine DUX4. Mais il n'y a pas de fin du gène DUX4 dans tous ces éléments D4Z4. La fin, elle se trouve en dehors des éléments répétés, dans une région qui s'appelle PLAM et qui est située juste derrière la dernière unité des KZ4. Et c'est là que se trouve le gène DUX4 qui vous embête tant. Il permet la production à partir d'une unité des KZ4 d'un ARN qui va s'étendre au-delà de DKZ4 dans la zone PLAM où il va trouver le signal poly-A. Et ce signal poly-A est absolument indispensable pour avoir un ARN messager DUX4 stable. C'est ce qu'ont les patients qui ont l'allèle 4QA avec ce signal poly-A. Et donc l'idée de Brian, c'est de dire, mais si je supprime ce signal poly-A sur le gène, donc sur la séquence PLAM, eh bien, on ne pourra plus avoir d'ARN messager DUX4 stable. Et donc, le système qu'il a employé, c'est le système CRISPR-Cas9. Donc, c'est une paire de ciseaux moléculaires qui va être amenée à un endroit particulier du génome grâce à sa liaison avec un ARN guide. Et donc, cet ARN guide, eh bien, on peut choisir à quel endroit on va le cibler. Et donc, dans cet exemple, vous avez ici un ADN double brun, voici un ARN guide ici en rose, qui va diriger le premier complexe en gris, CRISPR-Cas9, à cet endroit particulier du génome. L'autre ARN guide bleu, ce petit zigzag ici, va guider l'autre complexe CRISPR-Cas9 ailleurs. Et donc, ce que Brian Chadwick a fait, c'est qu'il a dirigé ces deux complexes de part et d'autre du signal de polydénation qui est ici au milieu. Et donc, que vont faire les enzymes Cas9? Eh bien, elles vont couper l'ADN. Vous voyez les points de coupure représentés par ces petits points blancs. Donc, il va y avoir rupture de l'ADN. On va perdre un morceau de cet ADN. Les deux bouts résiduels vont se recoller. Vous voyez le bleu ici à gauche se recolle au rose ici à droite. Et on obtiendra, après soudure, un ADN qui aura perdu ce signal de polyadénylation. Donc, c'est ce qu'ils ont fait et ils ont démontré qu'effectivement, bon là, désolé, c'est caché par mon image, on a une très forte diminution de la production de l'ARN DUX4 dans ces cellules où il a enlevé le signal poly-A. On a une très forte diminution de gènes cibles de DUX4, TRIM44 et ZSCAN3, donc fortement diminué ici. Par contre, un autre gène cible de DUX4, lui, n'est presque pas diminué. D'accord? Donc, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et il y avait une publication de Julie Dumonceau l'année dernière, de chercheurs qui avaient essayé de faire la même stratégie et qui n'avaient pas vraiment réussi à le faire. Dans ce cas-ci, on a vraiment un impact sur l'ARN DUX4. Voilà, excusez-moi. Alors, ce qu'a fait aussi Brian Chadwick, c'est de recréer une chromatine compacte pour emballer le gène DUX4 et l'empêcher d'être copié en ARN et forcément en protéines. Et donc, l'idée est la même. On a un ARN guide représenté ici en gris qui va amener le complexe CRISPR-Cas9 à un endroit particulier sur un chromosome. La différence, c'est qu'on utilise une enzyme Cas9 morte, dead Cas9, donc représentée par D-Cas9. Et Cas9 a été couplé avec une autre protéine qui est un répresseur qui va faire une protéine compacte qui va empêcher l'expression du gène DUX4. Et donc, Chadwick a réussi à faire ça. Et vous me direz, j'ai déjà entendu parler de ça quelque part. Ben oui, c'est notre ami Peter Jones. Il a déjà fait cette stratégie, plus précisément une chercheuse très brillante de son équipe qui s'appelle Caris Nimeda, a déjà fait ce système-là. Et ils viennent de publier une amélioration de ce système. Donc, ils vont injecter chez la souris vivante deux virus
qui vont cibler le muscle. Dans un virus, il y aura le gène permettant de produire l'ARN guide qui va cibler le complexe vers le promoteur du gène DUX4. Et dans l'autre virus, il y aura CRISPR dead-Cas9 accroché avec une enzyme qui va aller interagir avec l'ARN guide sur le promoteur de DUX4 et recréer là-bas une chromatine compacte. Et donc, c'est un système qui marche apparemment très bien chez la souris, d'après cette récente publication de Peter Jones. Donc, ils n'ont pas présenté ces résultats dans une présentation orale au Congrès. Alors, je vais terminer avec cet article-ci qui vient de sortir aussi. Donc, ça, il est déjà plus vieux, il a déjà 1 an. Donc, dans cet article, les chercheurs ont étudié tous les ARN qui se trouvent présents dans chaque noyau d'une cellule de muscle. Et, bon, je ne présente pas tout le résultat, mais juste celui-ci. Ils ont fait un inventaire de tous les noyaux dans lesquels on trouvait DUX4 actif, donc c'est-à-dire l'ARN de DUX4, en même temps que les ARN des gènes cibles de DUX4. D'accord? Donc c'est logique. Si dans un noyau, on a production de l'ARN DUX4, on va avoir la protéine DUX4 qui va pouvoir être présente dans ce noyau et qui va activer ces gènes cibles. Et donc ça, c'est ce qui représentait, voici ici, DUX4 ici au milieu, et tout autour de ce carré, non, de ce rectangle, pardon, vous avez présentation de tous les noms de gènes que l'on trouve activés dans les noyaux de cellules de muscles FSHD. Donc, le gène DUX4 se trouve activé en même temps que les gènes auxquels il est lié par ces petits traits bleus. Ça va? Donc, il y a une dizaine de gènes cibles de DUX4 qui sont activés dans les mêmes noyaux que DUX4. Ce n'est pas beaucoup, me direz-vous, parce qu'il y a des centaines de gènes cibles de DUX4. Alors, ce qui est vraiment original dans cette étude, c'est qu'ils se sont intéressés à un gène DUXA qui ressemble très fort à DUX4, qui est activé par DUX4. Ils ont comptabilisé quels sont les noyaux dans lesquels on va trouver DUXA activés en même temps que les gènes cibles de DUX4. Eh bien, regardez, ce sont tous les liens rouges. Plus le lien est large, plus il y a un grand nombre de noyaux où ces deux gènes sont activés simultanément. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est compliqué. Donc là, ils ont fait l'inventaire de 46 gènes différents activés en même temps que DUX4 dans les mêmes noyaux. Eh bien, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une course relais entre DUX4 et DUXA. Donc, la protéine chef DUX4 va activer l'expression d'une série de gènes. On vous en présente 3 ici, le TIX, ZSCAN4 et DUXA. Vous voyez les flèches à partir de DUX4. Donc, DUX4 active ces 3 gènes-là. Ensuite, la protéine DUX4 disparaît. Elle se fait démolir. Et alors, la protéine DUXA prend le relais. Elle va se lier au même endroit que DUX4 sur les gènes, le TIX et ZSCAN4, et va les activer. D'accord? Et donc, ça, c'est un truc auquel on n'avait jamais pensé. Une fois que DUX4 est parti, certains des gènes que DUX4 a activés pourraient produire une protéine qui va continuer à activer les gènes cibles de DUX4. Et donc, ces chercheurs ont identifié la protéine DUXA comme étant capable de faire ce job-là. Et donc, en résumé, vous vous souvenez que le gène DUX4 produit une protéine qui est un chef fou qu'il faut neutraliser et que j'ai essayé avec ma petite épingle, mon oligonucléotide antisense, de venir dégonfler cette baudruche. Eh bien maintenant, il va peut-être falloir penser à dégonfler 2 DUX à la fois. On a le DUX4 qu'on connaît bien, le chef fou, et on a DUXA qui prend le relais et qui va lui-même activer une série de gènes qui vont être toxiques dans la FSHD. Donc on peut poser la question, faut-il penser à dégonfler 2 DUX à la fois? Voilà, je vous remercie de votre attention.